de l'urbanisation sur la migration des oiseaux. Donc, au sein des espèces d'oiseaux, en fait, il y a certaines espèces qui migrent et d'autres non. Comme on le voit ici sur cette carte à gauche qui présente la proportion d'espèces d'oiseaux qui sont migratrices. Et ce qu'on voit aussi sur cette carte, c'est que en fait, les espèces qui sont migratrices vont être concentrées dans certaines zones géographiques. Et en fait, c'est cette concentration des espèces dans certaines zones géographiques qui nous a permis de bien comprendre ce qui poussait les espèces à migrer. Et notamment, il y a plusieurs facteurs qui ont été mis en évidence, dont les ressources estivales. C'est-à-dire, pourquoi surtout en été, c'est parce que pendant la reproduction, il y a besoin de nourriture supplémentaire. Et donc, en fait, dans les zones où il y a peu de nourriture pendant l'été, en fait, les espèces vont avoir tendance à migrer, donc à partir pour l'été. Et il y a un deuxième facteur, c'est les températures, donc notamment les températures hivernales. C'est-à-dire que dans les zones où il fait très froid, en fait, les espèces vont aussi avoir tendance à partir en hiver. Et un autre aspect, c'est la saisonnalité de ces deux facteurs, les ressources et les températures. Mais en fait, ces grands patrons à l'échelle des espèces, ils émergent de pressions qui s'exercent sur les individus. Et ça, c'est particulièrement évident quand on étudie un certain type d'espèces qui sont les espèces partiellement migratrices. Ce sont des espèces pour lesquelles, au sein desquelles certains individus migrent et d'autres ne migrent pas. Donc, si on regarde un exemple ici, si on prend l'exemple de ce chardonneret jaune, qui est une espèce nord-américaine, dans la zone jaune au nord, l'espèce est présente en été uniquement. Dans la zone bleue au sud, l'espèce est présente en hiver uniquement. Et en fait, dans la zone verte au centre, l'espèce est présente toute l'année. Et ce qu'on sait, c'est qu'au sein de cette zone où l'espèce est présente toute l'année, en fait, certains individus migrent et certains restent en tant que résidents. Et en fait, ce qu'on sait aussi, c'est que il y a ces grands patrons de facteurs qui vont pousser les individus à migrer, donc à des échelles assez larges, donc température et ressources. Mais on sait que l'homme, à une échelle plus fine, va avoir un impact sur justement ces deux facteurs. Donc, notamment, on sait qu'il a un impact donc là où l'homme est très présent, il a tendance à fournir des ressources supplémentaires volontairement ou involontairement aux oiseaux. Donc, par exemple, à travers les décharges, donc là, on voit ici des cigognes qui sont sur une décharge au Portugal et qui se nourrissent donc, dans la décharge, ou via, par exemple, les mangeoires, comme on voit là sur cette photo avec le rouge-gorge. Mais en fait, l'homme n'a pas seulement un impact sur les ressources, il a aussi un impact sur les températures, avec en fait les températures au niveau des villes qui sont plus élevées que les températures autour des villes. Et donc ça, en fait, on peut supposer que ça va avoir un effet tampon sur les déterminants de la migration. Donc en fait, ça va atténuer la rigueur de l'hiver ou atténuer le fait qu'il y ait peu de ressources. Et donc, on peut supposer que ça pourrait réduire la propension des individus à migrer. Donc, la question qu'on s'est posée dans cette étude, c'est est-ce que l'homme a un impact sur la propension des oiseaux à migrer ? Donc, si on revient en fait sur les espèces partiellement migratrices, et notamment l'exemple ici du chardonneret jaune, en fait, ce que j'ai dit, c'est qu'on savait que dans la zone verte, il y avait certains individus qui migraient et d'autres non. Mais en fait, ça, a priori, c'est pas évident si on regarde uniquement les distributions. Parce qu'en fait, dans la zone verte, on pourrait aussi supposer que tous les individus migrent et que c'est seulement qu'il y a des individus, par exemple, qui viennent du nord, qui vont remplacer des individus qui, eux, vont migrer plus au sud. Donc, pour savoir ce que fait chaque individu dans cette zone où il y a potentiellement des individus qui migrent et d'autres qui ne migrent pas, il faut avoir des données individuelles, donc pour vraiment savoir qui adopte quelle stratégie. Donc l'objectif qu'on avait dans cette étude, c'était d'utiliser des données individuelles de migration pour tester s'il y avait un impact anthropique sur la propension des oiseaux à migrer. Donc, pour ça, j'ai utilisé un certain type de données individuelles et c'est des données qui permettent d'avoir une couverture vraiment à très large échelle avec des tailles d'échantillons relativement importantes. Et donc, c'est des données qu'on appelle les données de bagage. Donc, qu'est-ce que c'est les données de bagage? En fait, on les obtient, on capture des individus une première fois, on capture les oiseaux, on les équipe d'une bague qui porte un numéro, donc un identifiant unique.
ce qui permet plus tard, quand on va recapturer les oiseaux, de savoir quels individus on a attrapés. Et donc, ça va permettre de nous aider à comprendre plein de choses, mais notamment dans mon cas, savoir si les individus sont migrants, migrateurs ou résidents. Donc voilà, donc l'individu est équipé d'une bague. Et donc là, en fait, le programme les données que j'ai utilisées, en fait, c'est les données du programme de bagage nord-américain qu'on appelle le Bird Banding Lab. Et donc, c'est un programme qui couvre, donc à large échelle, ça couvre essentiellement les États-Unis, mais aussi le Canada et un peu le Mexique. Et donc, c'est une armée de volontaires qui vont baguer des milliers d'oiseaux. Et donc, c'est ces données, donc ça permet de répondre à plein de questions, et notamment à celles qui m'intéressent. Et c'est ces données que j'ai utilisées dans le cadre de cette étude. Donc, ce que j'obtiens, en fait, c'est des paires été-hiver de position individuelle. Donc, pour chaque individu, je sais où il était en été, je sais où il était en hiver. Et donc, si on revient sur le cas du chardonneret jaune que j'ai présenté juste avant, imaginons que un individu soit bagué au niveau de la flèche là en été. Si on le recapture au niveau de la flèche bleue en hiver, en fait, là, ce qu'on voit bien, c'est que l'individu a parcouru une large distance entre l'été et l'hiver, et donc on va pouvoir considérer cet individu comme un migrateur. À l'inverse, en fait, si on le recapture au même endroit ou relativement au même endroit que là où il a été bagué, en fait, on va considérer cet individu comme un résident parce qu'il ne s'est pas déplacé entre l'été et l'hiver. Donc, à partir de ces données-là, donc la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui pousse un individu à migrer ou à rester? Donc, si on considère un individu qui est en été au niveau de l'étoile, qu'est-ce qui va le pousser à migrer ou à rester en hiver? Donc, l'hypothèse qu'on faisait en disant que peut-être l'urbanisation et donc par là, la densité de population humaine va peut-être avoir un impact en réduisant la propension des oiseaux à migrer. Donc ça, c'est l'hypothèse qu'on cherche à tester. Mais en fait, comme j'ai présenté au début, il y a aussi d'autres facteurs qui jouent sur le fait de rester en hiver. Et donc, en fait, il y a la température, donc à plus large échelle, la température qu'on peut dire naturelle en hiver, qui on sait qu'elle va, enfin, on sait sur beaucoup d'espèces qu'elle a un impact sur le fait que les oiseaux migrent ou non. Donc, on va devoir corriger pour cet effet de la température hivernale. À l'inverse, maintenant, si on se place dans le cas où on a un individu qui est au niveau de l'étoile, mais cette fois-ci en hiver, on va pouvoir se poser la question de savoir ce qui le pousse, s'il est là en hiver, à migrer ou à rester en été. Donc, à nouveau, on fait l'hypothèse que la densité de population humaine va probablement avoir un impact sur ses chances de migrer ou de rester. Mais à nouveau, en fait, on sait que pour l'été, il y a un facteur qui est important, un facteur qu'on peut appeler non anthropique, qui est la distribution de ces ressources non anthropiques à plus large échelle. Donc, on va aussi devoir contrôler pour l'effet des ressources estivales. Donc, si on résume, on s'attend à ce qu'un individu ait plus de chances de rester donc, en hiver si les hivers sont doux. Et ce qu'on cherche à tester essentiellement ici, est-ce que c'est le cas dans les zones densément peuplées d'humains? Et ensuite, pour les chances de rester en été, on s'attend à ce qu'il y ait plus de chances de rester en été si les ressources estivales sont abondantes et dans les zones densément peuplées d'humains. Donc, on va tester en fait dans cette étude ces 4 hypothèses. Donc, pour ça, on a étudié 12 espèces qui sont couvertes par le programme de bagage, le Bird Banding Lab. Donc, pourquoi ces 12 espèces? Donc, en fait, il fallait des espèces qui soient partiellement migratrices déjà, parce que ça permet de contraster les individus qui migrent et les individus qui ne migrent pas en s'affranchissant de toute différence entre espèces. Ensuite, il fallait des individus dont la distribution était entièrement couverte par le programme de bagage. Et enfin, en fait, ce sont des espèces qui sont relativement communes et couramment attrapées par les bagueurs, parce qu'en fait, il faut une taille d'échantillon qui soit suffisante. Et notamment, comme j'ai des contraintes assez fortes d'avoir pour chaque individu une position à la fois en été et en hiver, ça restreint énormément la quantité de données que je peux utiliser. Donc, une fois que j'avais filtré sur des données qui avaient une taille d'échantillon assez grande, j'ai terminé avec ces 12 espèces.
Donc, juste une petite note. Donc là, je ne vais pas détailler davantage les méthodes que j'ai utilisées. Simplement, j'ai testé les 4 hypothèses que j'ai présentées juste avant. Et je vais aussi présenter les résultats de manière relativement vulgarisée pour qu'on puisse bien suivre. Mais en fait, les résultats plus en détail et les méthodes sont disponibles dans la publication qu'on a pu faire à partir de cette étude et que vous pouvez aller lire. Donc maintenant, je vais m'attaquer aux résultats. Donc la première hypothèse, c'est est-ce que les individus ont plus de chances de rester en hiver si les hivers sont doux? Donc ça, on trouve ça pour une majorité d'espèces, pour 11 des 12 espèces qu'on a testées. Ensuite, est-ce que les individus ont plus de chances de rester en hiver dans les zones qui sont densément peuplées d'humains? Ça, on trouve ça, mais pour moins d'espèces. On trouve ça uniquement pour 4 des 12 espèces. Et une petite note, on trouve jamais l'effet inverse. Donc, pour aucune des espèces qu'on a étudiées, on trouve plus de chances de rester en hiver dans des zones peu peuplées d'humains. Donc, c'est toujours le même effet quand il est présent. Ensuite, pour ce qui est des chances de rester en été, donc est-ce qu'on a plus de chances de rester en été si les ressources estivales sont abondantes? Eh bien oui, pour 5 des 12 espèces. Et encore une fois, on ne trouve jamais l'effet inverse. Et enfin, dernière hypothèse, est-ce qu'il y a plus de chances de rester en été dans les zones qui sont densément peuplées d'humains? Ben là, on a un assez fort effet. On trouve cet effet pour 8 des 12 espèces. Et encore une fois, jamais l'effet inverse. Voilà. Donc, pour conclure, en fait, chez certaines espèces, donc, on trouve un effet de la population humaine sur la migration des oiseaux. Donc, bien évidemment, c'est uniquement chez les espèces que j'ai étudiées qu'on a pu voir qu'on peut voir cet effet. Donc, ça vient s'ajouter en fait à tout un panel de publications qui montrent bien un effet humain sur la migration des oiseaux. Et que ce soit donc pas seulement en fait sur est-ce que les individus vont rester ou vont migrer, mais aussi des changements de route de migration ou alors des changements de zone d'hivernage, par exemple. Et ensuite, même si ce n'est pas ce que je cherchais à tester directement, en fait, on voit qu'il va potentiellement y avoir des effets indirects de la population humaine, enfin de l'homme, sur la propension des individus à migrer. Et ce, parce qu'en fait, on sait que, donc j'ai appelé les ressources, la distribution des ressources non anthropiques ou naturelles, mais en fait, on sait que l'homme a aussi un impact sur ces ressources-là, parce qu'en fait, il va changer la distribution des ressources en changeant l'utilisation des sols, par exemple. Et on sait aussi que même les températures que j'ai dites naturelles, en fait, l'homme a aussi un impact dessus à travers le réchauffement climatique, notamment. Donc, en fait, on sait que l'homme modifie beaucoup les facteurs qui jouent sur la propension des individus à migrer. Et donc, on peut se demander ce qui va se passer dans le futur vis-à-vis de cette migration. Et donc, mais ça, ce n'est pas quelque chose que j'ai étudié directement. Donc, voilà. Donc, je vous remercie de votre attention et je vais prendre vos questions. Merci beaucoup, Sophie, qui est là en vrai maintenant. Ouais. Alors, première question de Fabrice Chevreux. Au niveau comportement, les espèces choisies ont-elles des caractères anthropophiles? Si oui, est-ce qu'il n'y a pas un biais? Ouais, donc forcément, en fait, pas forcément. En fait, les espèces là qu'on a fini par sélectionner, elles sont toutes plus ou moins associées à l'homme. Et donc, effectivement, c'est un biais dans le sens où on ne peut pas dire que toutes les espèces vont répondre de cette façon-là. Là, ce qu'on met en évidence, c'est qu'il y a une réponse possible de certaines espèces à l'urbanisation, mais c'est sûr que ce n'est pas du tout un échantillon représentatif de toutes les espèces migratrices. Donc, oui. Et Jean-Christophe Talibar qui demande, y a-t-il un lien entre le régime alimentaire des oiseaux étudiés et leur tendance à migrer ou à rester sédentaires dans les zones urbanisées?
Alors en fait, ça c'est un truc qu'on aurait voulu regarder. Après, là, on n'a pas, c'est pas un truc qui ressort de manière évidente dans notre étude. Et c'est vrai que comme on n'a que 12 espèces, c'est difficile de vraiment contraster les régimes alimentaires et de regarder les différences de réponses. Mais c'est effectivement une hypothèse qu'on pourrait avoir, mais qu'on ne peut pas regarder avec aussi peu d'espèces. On a Valentine qui voudrait savoir, est-ce qu'on peut s'attendre dans le futur à avoir une répartition géographique pour le chardonneret jaune, par exemple aux États-Unis, encore plus proche des zones urbaines? Est-ce qu'il y a une accentuation de l'urbanisation? Alors, bon, je pense que bon, globalement, il y a une accentuation de l'urbanisation. Après, pour cette espèce, pour une espèce en particulier, je ne sais pas. Après, je sais qu'on voit ça chez certaines espèces, notamment en Europe avec le merle, par exemple, où on voit de plus en plus d'individus qui restent résidents et qui vont dans les zones urbaines et qui restent. Et je sais aussi que les zones urbaines, ça permet la colonisation de nouvelles zones en fait, qui n'étaient pas forcément dans l'ère de distribution des espèces. Et on voit ça, par exemple, il y a un colibri, le colibri d'Anna en Amérique du Nord, pour lequel on voit ça. On voit que ça, comment dire, l'expansion de la zone de la zone de reproduction au nord est liée fortement aux zones urbaines. Mais dans notre jeu de données, pour les espèces de notre jeu de données, pour l'instant, on ne le sait pas. Et j'ai plusieurs questions convergentes qui demandent soit si ça a déjà été fait, ou est-ce que tu envisages ou vous envisagez de faire des choses comparables sur des espèces européennes pour voir si y a un effet miroir. Alors, donc nous directement, enfin moi directement, donc ça c'était un petit projet que j'ai fait pendant ma thèse et là je travaille vraiment sur d'autres questions maintenant, donc non. Après, je sais il y a quelques études en Europe, donc c'est surtout sur le merle et sur le rouge-gorge qu'on a des études qui montrent un peu cet effet des espèces des individus qui sont plus résidents dans les zones urbaines. Après, je ne sais pas si c'est prévu de faire des études plus larges à l'échelle en Europe particulièrement, ça, je ne sais pas. Il y a Freddy Roux qui demande le nourrissage hivernal de certaines espèces, s'il était étendu, pourrait-il avoir un impact sur la migration? En fait, si on peut englober ça en fait, dans les facteurs liés à l'urbanisation, hein, concrètement, pour toi, c'est quoi les effets, les facteurs directs, facteurs proximaux, on va dire, de ce comportement-là? Donc, les facteurs, donc on peut pas, par exemple, avec l'étude que j'ai fait, on ne peut pas dire exactement c'est ce facteur ou c'est ce facteur. Après, ceux qui sont souvent mis en avant dans la littérature, donc ça va être cet effet d'îlot de chaleur que j'ai présenté au début, donc avec des températures plus fortes dans les villes qu'en dehors. Et après, donc effectivement, des ressources additionnelles. Et on sait par exemple, je crois que c'est la fauvette à tête noire, en fait, qui depuis plusieurs dizaines d'années va migrer en Angleterre. Et en fait, ça a été, on a de fortes raisons de soupçonner que c'est lié aux mangeoires en fait qui sont déployés en hiver énormément en Angleterre. Et en fait, parce qu'on voit, alors je ne sais plus exactement comment ça a été montré, mais je sais qu'on voit en fait que la distribution des individus en hiver va être très nettement liée, donc pas seulement aux conditions de température, mais aussi en fait à la distribution des mangeoires et donc de la ressource disponible. Donc, on voit déjà, il y a déjà des études qui permettent de regarder de manière un peu plus mécaniste et de voir qu'effectivement, les mangeoires, ça a un impact, ça peut avoir un impact sur la migration. Donc là, l'exemple que je disais, c'était plutôt un changement de zone d'hivernage. Mais je pense qu'il y a déjà quelques études sur le fait que ça va encourager les individus plutôt à rester. Mais dans mon cas, je ne peux pas exactement savoir quel est le mécanisme, c'est juste des hypothèses. Ok. On me demande... Alors, il y a Clémentine Gerber qui demande, mais je ne suis pas sûr que ça soit extrêmement proche. Enfin, je ne sais pas si tu vas pour répondre. Connaissez-vous des études sur l'impact de la pollution lumineuse pour les migrateurs partiels, nocturnes comme diurnes? Alors là, c'est assez différent de ce que moi j'ai étudié. Du coup, j'imagine qu'il y en a, mais je suis désolée, je n'ai pas d'exemple là.
Moi, je peux juste ajouter que Ouais. pour ce qui est des migrateurs nocturnes, en fait, les espèces, qu'elles soient migratrices partielles ou non, à l'échelle d'un individu, à partir du moment où l'oiseau il migre, il va souvent être attiré par la lumière. Et du coup, je suis pas sûr qu'il y a, je sais, Clémentine, je suis pas sûr que ta question, je ne sais pas si tu demandes s'il y a une différence entre un migrateur partiel et un migrateur strict de ce point de vue-là. Si c'est ça la question, je pense pas. Euh, Après, ça a clairement un impact hyper négatif. Aux États-Unis, il y a plein de papiers sur les collisions. En fait, les oiseaux sont attirés la nuit dans les centres-villes qui sont couverts de grands buildings et la journée, ils se pètent dans les vitres parce qu'ils ne voient pas les reflets des vitres. Donc, il y a une surmortalité monstrueuse. Et c'est vrai que c'est la nuit que les oiseaux sont attirés particulièrement. Et puis en plus, ceux qui crient, si on revient encore au sujet d'avant-hier sur les cris de migration nocturne, ceux qui crient ont tendance à attirer les autres. Donc il y a un impact négatif extrêmement marqué. Et je pense que ça touche les migrateurs partiels autant que les migrateurs stricts. Et par contre, pour les diurnes, beaucoup moins, évidemment. En tout cas, pendant qu'ils sont en train de migrer. Alors ensuite, Jean Pelé demande, est-ce que les individus sédentaires effectuent une migration locale des campagnes vers les zones urbanisées pour passer les saisons difficiles? Est-ce que on a un exode urbain? Alors, ça, je ne sais pas. En fait, dans ce que j'ai regardé, si ça avait été très local, du coup, j'aurais pas, j'aurais considéré ça comme résident, mais j'ai pas. En fait, j'imagine que ça doit être possible parce que, notamment, je sais qu'il y a quelques espèces dans mon jeu de données à l'échelle de l'espèce, en fait, on sait que on voit surtout les individus dans les zones urbaines pendant l'hiver. Et donc, en fait, j'imagine que ça, c'est en partie lié au fait que certains individus, donc c'est pas seulement cette histoire de migration ou non-migration, mais en fait, j'imagine que même au sein des résidents, on peut avoir des déplacements vers les zones urbaines. Après, je pourrais pas répondre plus précisément, je sais pas. Et je pense que c'est souvent des cas particuliers, des cas locaux en fait, qui dépendent du contexte local. Je ne suis pas sûr qu'on puisse répondre de manière globale. Ça existe, on peut avoir des cas comme ça chez les pigeons ou des évolutions ou des populations qui sont plutôt périurbaines, voire rurales, font des déplacements plus ou moins périodiques, plus ou moins fréquents pour se nourrir dans les centres-villes. Donc on a une forme de mouvement d'aller et retour entre milieu rural et milieu urbain. Mais de là à parler de migration rurale, urbaine, je ne pense pas qu'on Oui, peut. oui, non, moi je pense pas que je qualifierais ça de migration. Je pense que Oui, ça resterait, enfin en tout cas tel que je l'ai défini, ça resterait une stratégie plutôt résidente, mais juste avec un déplacement local, quoi. ouais, oui, ok. Mais je pense que- On est d'accord. Ensuite, la diminution de certaines populations en ville est due à l'adaptation de celles-ci à l'urbanisation, donc à une diminution de la migration. Ah, il y a une question que je ne comprends pas. Je vais essayer de piger. Ouais, celle-ci, non, je suis désolé, une question là est complètement incompréhensible, je n'y arrive pas. Je m'excuse. Euh, Laetitia Vibert, qui est toujours présente. Merci Laetitia. Est-ce que l'effet positif des mangeoires en zone urbaine peut être contrebalancé par la plantation d'espèces végétales exotiques, induisant une perte en ressources en insectes par exemple, et par les traitements phyto dans les jardins? Question très... En termes de bénéfices pour rester résident ou en général en termes de bénéfices pour les... J'ai l'impression que la question, c'est est-ce que les effets positifs qu'on trouve en ville qui font que les habitats urbains favorisent ce que tu as montré en termes de migration, est-ce qu'ils peuvent être contrebalancés à un moment si on remplace toutes les plantes par des saloperies qui sont pas adaptées aux écosystèmes locaux et qu'on fout des produits phyto partout? C'est une question Donc, compliquée, je pense. ouais, au niveau des plantes exotiques en particulier, je sais pas. Après, je sais qu'il y a plein d'effets négatifs des zones urbaines, donc que ce soit pollution chimique ou pollution sonore. Ou, enfin, en fait, il y a
comment dire, rien que pour les zones urbaines elles-mêmes, je sais qu'il y a, donc je ne sais pas comment ça va peser dans la balance, mais je sais qu'il y a des effets, il y a beaucoup d'effets négatifs des zones urbaines. Et en fait, même les mangeoires, par exemple, même si ça, comment dire, même si ça fournit des ressources additionnelles et que ça encourage certaines espèces, certains oiseaux à rester, on peut pas, même ça, en fait, on peut pas forcément dire que ça a obligatoirement un effet positif. Et il y a pas mal de discussions sur en fait, au niveau des mangeoires, sur la qualité nutritionnelle de ce qui est fourni, sur les risques de transmission de maladies. Enfin, donc, en fait, même ce qui apparaît comme positif en termes de surplus de ressources, même ça, en fait, on ne peut pas non plus complètement conclure que c'est bénéfique et surtout que c'est bénéfique pour toutes les espèces. Oui, Après, sur les espèces végétales exotiques, j'ai aucune idée. Mais... Oui, non, c'est une question difficile. Mais c'est vrai qu'on en revient beaucoup à cette question par rapport à ton jeu de données où il y avait beaucoup de granivores et beaucoup d'espèces avec des régimes assez variés. Ça serait intéressant de voir ce que ça donne quand on intègre beaucoup plus d'insectivores ou de frugivores à l'équation, voir si cet effet urbain est maintenu ou pas. Ouais. Alors, pour ceux qui posent des questions, où il y a il y a des gens qui posent des questions, il y a 3 mots. Il faut juste, si vous voulez qu'on les transmette, poser des vraies questions complètes, s'il vous plaît. On a Fabrice Chevreux qui demande, dans votre étude, qu'est-ce que vous définissez comme ressources abondantes en été? Alors, du coup, donc dans mon étude en particulier, donc là, en fait, c'est une mesure très grossière. En fait, c'est avec un indice qui s'appelle le NDVI, qui est une façon, comment dire en français, ça quantifie la verdure, c'est-à-dire c'est une façon en utilisant du remote sensing, je ne sais pas comment dire en français. En fait, ça mesure la réflectance de la végétation, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, c'est une façon d'obtenir des cartes par satellite à la grande échelle. C'est un proxy pour les ressources, mais bien évidemment, en fait, c'est pas une très bonne représentation des ressources dans le sens où ça va pas. C'est pour ce qui est déjà pour les insectivores, c'est très indirect parce que ça quantifie plutôt le couvert végétal. Et après, ça nous dit pas forcément à quel moment les fruits apparaissent ou à quel moment. Enfin, donc c'est vraiment, c'est une mesure, donc c'est une étude à large échelle et là c'est une mesure aussi à large échelle et assez grossière. Et ce qu'il faut bien comprendre pour les gens qui nous regardent et qui n'ont pas vraiment l'habitude de ce type d'études ou de sciences, c'est qu'en fait, quand on cherche à faire des études à très très large échelle, on se retrouve avec le problème, c'est qu'on ne peut pas échantillonner localement tous les endroits, parce que sinon ça prendrait un temps complètement infini où il faudrait des capteurs pour mesurer la quantité de nourriture exacte à des milliers d'endroits en même temps. Donc on se retrouve à devoir faire ce que tu as appelé un proxy. En fait, c'est une mesure qui reflète de manière imparfaite ce qu'on essaye de rendre, en l'occurrence, les ressources. Donc, il ne faut pas être étonné, il ne faut pas être inquiet quand on présente des choses comme ça, du fait que ça a l'air un peu flou et des fois, c'est vrai que c'est un peu dur à saisir. En fait, c'est une manière d'appréhender sur une très large échelle quelque chose de très complexe. Donc, on est obligé de faire une simplification, ce qui ne remet pas du tout en cause les validités des résultats, bien entendu. Je précise parce que c'est vrai que ces derniers talks qu'on a eu hier et aujourd'hui, on a parlé beaucoup de modélisation, de phylogénie, mais c'est des choses un peu plus inhabituelles. Et donc, des fois, il faut penser simplification. On essaye de modéliser ou de réfléchir à quelque chose qui est très compliqué, très complexe, très vaste. Et donc, on fait de la simplification, sinon nos pauvres petits cerveaux n'arrivent pas à intégrer tout ça, tout simplement. Et ceci étant dit, je crois que je n'ai plus de questions. Et donc, on va pouvoir en rester là. S'il y a encore quelques questions qui traînent, que j'ai ratées, je te laisse y répondre peut-être manuellement. Merci, bravo, Anne-Sophie, pour ta participation. Je vais reprendre la main. Donc, merci d'être venus très nombreux encore aujourd'hui. C'était l'avant-dernier jour.
Mais demain, il reste une énorme session sur la thématique que beaucoup de gens attendent, à savoir la session conservation. Alors, comme on est samedi, que demain matin, c'est le week-end, qu'on a bien le temps de dormir, on fera une session un peu plus conséquente.